4e Analysis, un autre regard. Aujourd'hui, nous parlons de la philosophie et de son obsession pour les principes. Mais commençons simplement. Pourquoi les principes sont-ils si essentiels en philosophie ? Eh bien, la philosophie peut être définie de multiples manières. Et c'est sans doute ce qui est intéressant avec cette discipline, c'est que on peut la prendre par plusieurs bouts, selon plusieurs perspectives. Ce que le public entend généralement par philosophie, c'est en gros la recherche du bonheur. On peut la définir également lorsqu'on est un peu plus érudit et qu'on connaît un peu de grec, comme la recherche de la sagesse, puisque philia veut dire désir et sophia, en grec, signifie la sagesse. Mais enfin, bien peu de nos contemporains maîtrisent le grec ancien. On peut voir également la philosophie comme quelque chose d'un peu plus vague, c'est-à-dire une sorte de réservoir d'idées. C'est une définition qui court un peu dans les réseaux journalistiques. On va dire que la philosophie, c'est le fait de parler, de s'exprimer, de donner cours à sa pensée. On peut la voir, et ce n'est pas d'ailleurs faux, de manière un peu plus socratique, comme l'art du dialogue. C'est vrai qu'ainsi Socrate parlait de dialectique, puisque en grec, puisqu'il faut bien revenir à la philosophie, elle est grecque, comme disait Marcel Conche, elle est essentiellement grecque. Dialectique veut dire en grec la technique du dialogue. Donc il n'est pas faux du tout de voir également la philosophie ainsi. D'autres font de la philosophie quelque chose d'un peu énigmatique, ils la pensent comme une capacité de réflexion. Alors ces définitions, pour intéressantes qu'elles soient, sont souvent en fait des pseudo-définitions, c'est-à-dire des définitions de la philosophie qui sont souvent données par des personnes qui ne font pas de philosophie. Alors si on examine la définition des philosophes eux-mêmes, c'est-à-dire de ceux qui ont consacré leur vie à la recherche philosophique, on s'aperçoit qu'il y a toujours un terme qui revient, presque obsédant, c'est le terme de principe. Puisque pendant des siècles, on a pensé en latin l'idée de principium, et au pluriel, ça va donner principia, les principes. On ne compte plus, si vous avez la chance de fréquenter ce qu'on appelle une bibliothèque, on ne compte plus les ouvrages modernes, les ouvrages classiques qui parlent de cette notion. Tout simplement parce que cette recherche des principes, ou la recherche du principe, ce qui est encore plus ambitieux, est tout simplement synonyme de l'activité philosophique elle-même. Ce qui fait que la philosophie peut être vue comme une réflexion incessante, interminable, sur la notion de principe. Les philosophes considèrent les principes comme des notions fondamentales, afin de construire une pensée solide, afin d'établir une fondation qui est indispensable. Intéressant. Tu peux donner un exemple de cette obsession des philosophes pour les principes ? Est-ce que je peux donner un exemple de cette obsession des philosophes pour les principes ? Ah, question qui provient évidemment d'une intelligence artificielle. Bien sûr, je peux donner l'exemple du philosophe Spinoza. Spinoza est fort intéressant parce qu'il a consacré plusieurs ouvrages, comme tous les philosophes d'ailleurs, mais enfin plusieurs ouvrages dignes d'intérêt sur cette question des principes. Alors le premier, il a publié en latin. Je donne le titre latin parce qu'il faut toujours donner quand même le titre des ouvrages. Renati Descartes, Principiorum Philosophiae, More Geometrico Demonstratae. Ce qui veut dire les principes de la philosophie de M. de Descartes qui sont démontrés more geometrico, c'est-à-dire à la façon des mathématiciens, selon la méthode, comme on disait, géométrique. Alors cet ouvrage a été publié en 1663 et c'est un des rares textes publiés du vivant de Spinoza. Et puis il y a un deuxième
texte qui est fondamental. C'est un texte qui va être publié plus de 10 ans plus tard, après d'ailleurs la mort de Spinoza, et qui s'intitule Ethica, que l'on traduit en français sous le nom d'Éthique. Alors ces travaux montrent à quel point la recherche des principes est au cœur de la philosophie, que ce soit pour analyser les principes des autres philosophes, ou que ce soit pour établir de nouveaux principes. Parlons justement de Descartes. Quels principes trouve-t-on chez lui et chez Spinoza ? Eh bien, chez Descartes, nous trouvons le fameux cogito ergo sum. Tous les étudiants de philosophie de France et de Navarre se souviennent au moins de cela, sans souvent rien comprendre d'ailleurs à ce qu'ils disent. Puisque le « je pense, donc je suis » n'a pas d'intérêt, sinon lorsqu'on le considère comme un principe. Le seul intérêt de dire « je pense », ce n'est pas de prendre le thé en disant « cogito » ou de se promener en disant « en boulot, je me promène ». Le seul intérêt du « je pense, donc je suis », il est principiel, c'est-à-dire que c'est un intérêt dans la mesure où on crée un principe. Et dans sa philosophie, Descartes va établir une méthode qui est très claire, qui obéit à plusieurs points. Le premier point, c'est la plupart des pensées que nous avons ne sont pas des pensées que nous avons estimées à leur juste valeur. Nous les prenons comme on prend des bagages abandonnés. Alors, ces pensées qui viennent des autres, qui ne sont pas bien examinées, qui n'ont pas de fondement, on les appelle des préjugés. Donc la recherche des principes, pour Descartes, elle est essentielle si l'on veut rejeter ces mauvais bagages que l'on appelle des préjugés. Le second intérêt de la recherche des principes, c'est de chercher des fondations, nous l'avons vu, solides. Le troisième principe, c'est de comprendre pourquoi, très souvent, nous nous trompons. Généralement, nous attribuons l'erreur soit au hasard, à la malchance, à la mauvaise fortune, à la fatigue, à l'étourdissement, que sais-je. Mais en fait, l'erreur provient souvent d'une absence de recherche des principes. Donc, afin de comprendre les causes de nos propres erreurs, il est bon de chercher des principes. Et enfin, bien sûr, puisque Descartes c'est le philosophe des idées claires et des idées distinctes, grâce à mes principes, je peux enfin viser une connaissance claire, ce qui est rarement le cas. Ce qui fait que le cogito représente justement ce principe, c'est-à-dire ce fondement indubitable, dit Descartes, dont on ne peut douter et qui sera la pierre angulaire de tout l'édifice. Ce qui fait que Spinoza, quand il a lu Descartes, a retenu ce que tous les lecteurs du XVIIe siècle ont retenu. Il considère l'entreprise cartésienne littéralement comme une architecture. Il reprend d'ailleurs l'idée de Descartes, puisque Descartes a une idée architecturale de la philosophie. Il la voit comme un bâtiment, comme une maison. Et Descartes dit bien que pour éviter la confusion, il faut revenir à cette idée de principe sous peine d'être dans la mare au diable de George Sand, c'est-à-dire de patauger à l'infini dans la mare des idées confuses. Écoutons Descartes qui vante cette idée du principe. Ainsi, dit-il, ceux qui se laissent une fois tromper par leur sens ou par des raisonnements mal faits, et qui s'accoutument ensuite à ces erreurs, ne peuvent plus s'en dégager, qu'en recommençant pour la première fois et en jetant entièrement les fondements d'une maison qu'ils voudraient reconstruire. Voilà, cet extrait du discours de la méthode montre bien que la philosophie cartésienne, c'est ce qu'on appelle une architectonique. C'est-à-dire que, de même que le maçon va poser les fondations d'une maison avant même d'ériger les murs, de même le philosophe pose des principes et va les examiner avant d'en venir à ce qu'on appelle des propositions. Et Descartes est essentiel en cela qu'il tient à ce qu'il appelle des chaînes des raisons
C'est-à-dire qu'il tient à commencer par le premier anneau de la chaîne, celui qui sera le principe et qui permettra de créer par la suite la totalité de la chaîne. Comment se distingue-t-il de Descartes dans sa recherche de principes? Alors Spinoza adopte une voie très différente de celle de Descartes. Il a des points communs avec Descartes, parce que comme Descartes, Spinoza pense que la philosophie est également une recherche de principes. Mais le contenu de ces principes est fort différent. En effet, nous l'avons vu, Descartes va prendre comme point de départ la pensée d'un moi, c'est-à-dire ce qu'il appelle en latin « ego ». Parce que lorsque Descartes dit « je pense », ce qui est traduit en latin par « cogito », puisqu'il pense Descartes en latin d'abord, eh bien, il veut dire « ego cogito ». Il veut dire « qui pense », c'est « ego », c'est-à-dire « c'est moi ». Et le premier principe, c'est l'idée de cette pensée, de ce moi pensant, de cette chose pensante, comme il le dit. En latin, « res cogitans », une chose qui pense, une chose qui est capable de penser. Mais vous voyez bien que le premier anneau de la chaîne de Descartes, ce n'est pas du tout Dieu. Un Dieu, il est mis pour l'instant, entre parenthèses. Il sera démontré, mais plus tard. Alors que Spinoza, lui, va adopter une autre démarche. Spinoza, lui, va affirmer quelque chose de radicalement différent. Et donc je vous propose d'examiner les anneaux de la chaîne de Spinoza, c'est-à-dire le premier anneau et les autres anneaux de la chaîne. Le premier anneau de la chaîne de Spinoza est différent. Pour Spinoza, il faut examiner, pour comprendre sa chaîne de raisonnement, tout simplement la table des matières de son ouvrage qui s'appelle l'Éthique. Dans cet ouvrage, Spinoza, à la différence de Descartes, ne va pas du tout partir de l'esprit, spiritus. Il ne va pas partir de l'ego, du moi. Il ne va pas partir de la pensée, du cogito. Il ne va pas partir de l'homme. La pensée première de Spinoza, c'est tout simplement une réflexion sur Dieu. Examinons la table des matières de Spinoza. Son éthique, c'est une éthique qui est démontrée selon la méthode des mathématiciens Ethica Ordine Geometrico Demonstrata. La partie 1, si vous voulez, c'est de Deo, c'est-à-dire de Dieu. La partie 2 dit de natura et origine mentis, de la nature et de l'origine de l'esprit. La partie 3 s'intitule de origine et natura affectuum, de l'origine et de la nature des affects. La partie 4, de servitute humana, seu de affectuum viribus, c'est-à-dire de la servitude des hommes, ou de la servitude humaine, si vous voulez, ou des forces des passions. Et la partie 5, de potentia intellectus seu de libertate humana, c'est-à-dire de la puissance de l'intellect, de l'intelligence ou de la liberté humaine. Vous voyez qu'en examinant cet ordre, Spinoza ne part pas du tout du cogito. On a voulu transformer trop souvent Spinoza en athée, ce qui est absurde, puisque Spinoza, véritablement, est obsédé par cette idée de Dieu, de Deo, dit-il, qui est le premier principe. Par contre, Descartes lui-même, bien qu'il se revendique chrétien, Descartes possède ici une méthode qui est sans Dieu, on a pu d'ailleurs, à l'égard de Descartes, parler d'athéisme méthodologique, c'est-à-dire que le premier principe de la méthode de Descartes n'est pas Dieu, tout simplement, mais le cogito. Et Dieu deviendra un objet, mais un objet second. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de la pensée de ces deux géants, Descartes et Spinoza? C'est que, d'abord, première chose, la philosophie, c'est bien la recherche des principes, mais que les philosophes ne s'entendent pas nécessairement sur la nature de ces principes. La philosophie est donc à la recherche de ces propositions principielles, c'est-à-dire de ce que nous considérons comme le point de départ, comme l'origine de ce qui sera notre pensée du monde. Mais, allons plus loin, on peut considérer que ce qui se passe entre Spinoza, lecteur de Descartes, donc entre Spinoza et Descartes, se déroule en fait dans toute lecture de philosophe.
Car quand vous lisez un ouvrage, quand vous lisez un philosophe, vous êtes frappé par les principes ou les intuitions fondamentales de ce philosophe. Finalement, vous passez un certain temps à essayer de comprendre les principes de cet autre homme ou de cette autre femme. Puis, dans un deuxième temps, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez d'élaborer vos principes, d'élaborer les vôtres, qui ne sont pas nécessairement ceux de votre maître. Et c'est la raison pour laquelle il y a une histoire de la philosophie. Pour quelle raison? Parce que tout le monde ne parle pas des mêmes principes. On peut très bien respecter l'œuvre d'un maître, mais dans un même temps, ne pas accepter les principes que ce maître affectionne. Ce qui fait que la philosophie, ce n'est pas une servitude. La philosophie, c'est l'apprentissage de la liberté, car on voit trop souvent le maître comme une sorte de tyran. Le maître, dans l'entreprise philosophique, nous apprend à penser, mais il ne s'agit pas pour le disciple ou pour l'élève de reproduire la pensée du maître, ou de reproduire les principes du maître pour autant. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, car l'imitation du maître, ce n'est pas du tout la reproduction de sa pensée. Ce qui fait que Spinoza on ne peut pas le nier, va profiter de la rigueur de Descartes, il va profiter de la rigueur cartésienne, mais Spinoza lui-même n'est pas cartésien, car il n'adopte ni le premier anneau de la chaîne de Descartes, ni les différentes étapes du raisonnement de Descartes. Mais au fond, qu'est-ce qu'un principe? Bien, un principe peut être défini de plusieurs manières, mais il y a 3 manières principales qui sont passionnantes à étudier. Tout d'abord, le principe a une nature chronologique. Quand on parle de principe, on parle du temps. Deuxièmement, le principe a une nature ontologique. Il va donner de la cohérence. Et troisièmement, le principe a une dimension morale. Commençons par la chronologie. Le principe, c'est d'abord un point de départ. Le principe désigne tout simplement le début, ce qu'on peut appeler le point zéro, le fondement initial de toute réflexion. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça ne veut pas dire qu'on ne revienne pas à cette idée de principe ou qu'on l'abandonne parce que c'était l'idée première. C'est que ce point de départ, on peut l'aborder tardivement. Et c'est ce qu'on fait souvent en philosophie ou dans d'autres disciplines. C'est ce qu'a fait Gilles Deleuze. En effet, le principe de la philosophie même, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord de définir la philosophie. Ça serait très bien, lorsqu'on est philosophe, de dire « voilà ce que je fais ». Or, Gilles Deleuze, avant sa mort, a publié un ouvrage qui s'intitule « Qu'est-ce que la philosophie ?» Et dans cet ouvrage, il revient sur le principe, c'est-à-dire sur la définition de la philosophie. Car après tout, si la philosophie est l'activité qui doit définir les choses, elle doit bien sûr, avant tout, se définir elle-même, on l'a vu. Mais cela prend du temps, ce qui fait que ce retour au principe, c'est-à-dire ce retour à l'origine, est constant chez un philosophe. Et la philosophie peut être vue comme un éternel retour vers ce point de départ, vers ce principe. Et c'est ce que Deleuze dit à juste titre. Il dit ceci, il dit « Ne pensez pas qu'un philosophe de 20 ans étudie les principes et que le philosophe de 60 ou 70 ans étudie les conséquences. Le philosophe âgé, avant de mourir, revient lui aussi vers le principe comme un saumon qui revient vers sa source. Et c'est ce qui fait que Deleuze va écrire son superbe ouvrage qui s'intitule « Qu'est-ce que la philosophie ?» Et c'est un ouvrage tardif. La deuxième définition du principe, c'est une définition ontologique et pas simplement chronologique. Un principe, c'est un fondement. Le principe, c'est ce qui va donner de la solidité à votre pensée, de la cohérence à votre pensée, à ce qu'on appelle un édifice intellectuel. Sans ces principes solides, la pensée s'écroule. Et j'aimerais à cet égard citer un ouvrage qui m'a presque traumatisé. C'est un ouvrage où rien n'est stable. C'est un ouvrage écrit par un japonais qui s'appelle Abe Kobo, qui est un romancier, et qui a pour titre « La femme des sables ».
Et dans cet ouvrage, eh bien, nous sommes entourés de sable. Tout est en sable. La maison est en sable. On est au bord d'une falaise qui s'effondre, elle-même qui est en sable. Vous l'avez compris, c'est un cauchemar puisque tout s'effrite, tout devient incertain, puisque le sable paraît solide, mais il a également une fluidité, il peut ressembler à un liquide. Bien, le but du principe, c'est d'échapper à cette pensée du sable, et c'est d'avoir un fondement solide. D'où, chez Descartes, ces métaphores qui sont si importantes, qui sont les métaphores de la maison et de la chaîne, qui montrent bien sa quête de stabilité. Mais enfin, il y a une dernière définition du principe, qui est une définition morale. Le principe ne va pas nous donner simplement, comme en mathématiques, un fondement intellectuel, mais le principe va nous donner une boussole, ce qu'on peut appeler une boussole éthique. Le principe, c'est ce qui est capable de guider mon action. Et cela s'est reflété, nous l'avions vu dans une émission précédente, dans la vie et dans les rêves de Descartes. Descartes va rêver à une pensée en latin qui dit « Quod vitae sectaboriter » quel est le chemin que je vais bien pouvoir suivre dans la vie. Bien, ce chemin, c'est un principe. Une fois que nous avons trouvé un principe, il va ressembler à un roc qui va nous permettre d'affronter le chaos de l'existence. Il va ressembler à ce que les stoïciens appelaient un rocher, ou parfois une forteresse. C'est-à-dire que ce principe va être le guide de la morale. C'est-à-dire que le bien que nous recherchons dans nos actions est inséparable de ces propositions qui sont principielles, élémentaires, qui vont nous permettre de classer nos actions, de donner au monde des couleurs, du noir, du blanc, du bien et du mal. Si vous n'avez pas de principe de moralité, alors l'univers devient non pas immoral, mais amoral. Il n'y a plus que des niveaux de gris, et vous ne savez plus si ce que vous faites est un crime ou un bienfait. Alors on pourra dire que, pour ce qui concerne ces principes, toute une partie de l'humanité apparaît, comme le disait Christian Gaudin, déboussolée, sans aucune boussole morale, et plongée dans un scepticisme absolu parfois, qui est encouragé bien sûr par les idéologies libérales en place et par les médias.